Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Chers amis internautes, bonsoir. Merci d'être avec nous une fois encore. À date, nous avions reçu plusieurs artistes et artisans haïtiens, peintres, musiciens, écrivains, designers et même des planificateurs d'événements. Ce soir, c'est une grande première, car nous allons recevoir une invitée dans une toute autre discipline. Elle qui nous dit « J'ai dû apprendre que ma valeur n'était pas liée à mes réalisations, mais à ma condition humaine. » À tout à l'heure. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Faut me dire que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes, donc sélection proverbes ça, livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme, comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir, notre invité. Comment ça va? Ça va, merci beaucoup, Florence. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Ayana Oshun. Bonsoir, Ayana Oshun. Merci. Nous allons nous arrêter 2 minutes pour entendre le proverbe que nous propose Bergman Fleury ce soir. Alors, premier proverbe. Femme c'est cajou, dit pas jamais perdu bonheur. Ayana, vous avez entendu le proverbe? Oui, je l'ai entendu. Femme, c'est cajou, li pas jamais perdu beauté. On va revenir à ce proverbe un petit peu plus tard à la fin de l'émission. Ayana, parlez-nous de vous. Dites-nous qui vous êtes. Donc, je suis une artiste dans le domaine du cinéma et de la télévision. Je travaille aussi bien devant que derrière la caméra. Donc, devant la caméra, je suis actrice et derrière la caméra, j'œuvre comme réalisatrice et productrice. Comment devient-on actrice ou réalisatrice alors qu'initialement, vous étiez destinée à devenir médecin? Ben, comme beaucoup d'enfants, de parents haïtiens, les parents aimeraient bien que les enfants deviennent médecins, ingénieurs ou avocats. Donc, j'avais choisi la médecine parce que ma mère était infirmière et mon père était chimiste. Donc, les deux étaient dans des domaines scientifiques. Donc, j'ai fait mes études au cégep en sciences de la santé en espérant rentrer à l'université en médecine. Mais très rapidement, au cégep, je me suis désintéressée des sciences pour m'intéresser beaucoup plus à la littérature, à mes cours en option de cinéma et à m'intéresser aux arts en général. Et quand j'ai compris que ce que j'ai toujours aimé, c'est raconter des histoires, je suis allée voir ma mère un soir et je lui ai dit « Maman, à l'université, je vais étudier le cinéma ». Ah, comment a-t-elle réagi à ce moment-là? Elle était surprise. Mais c'est une femme exceptionnelle. Puis elle m'a dit, ben moi, dans la vie, j'ai fait ce que je voulais. C'était mon rêve de devenir infirmière. Donc, je te souhaite de réaliser ton rêve. Si c'est ce que tu veux, c'est de travailler en cinéma, vas-y. Donc, elle m'a supportée dès les premiers moments jusqu'à la fin. Et donc, à l'université, je suis rentrée en cinéma pour devenir réalisatrice.
Et un de mes professeurs m'a dit, si tu veux apprendre à réaliser, prends aussi des cours de jeu d'actrice parce que les réalisateurs, ici, on apprend la technique des caméras, de la scénarisation, l'écriture et tout ça. Mais la direction d'acteur, c'est quelque chose que souvent on apprend sur le terrain. Donc, si tu prends des cours de jeu d'actrice, tu vas apprendre c'est quoi être devant la caméra et tu pourras mieux utiliser un langage adapté aux comédiens. Donc, j'ai pris des cours du soir dans des écoles privées de jeu d'acteur. Je suis tombée amoureuse de ce métier-là. Et à la fin de mes études, j'ai continué dans cette voie-là. Donc, j'ai travaillé beaucoup devant la caméra dans différents films, différentes séries, aussi bien en français qu'en anglais. Mais je sais que vous parlez, en plus du français, du créole et de l'anglais, vous parlez aussi le portugais. Est-ce que vous Oui, tournez dans cette langue-là aussi? oui, ben le portugais, je l'ai appris parce que quand j'étais à l'université, j'ai fait un voyage au Brésil qui a duré 3 mois. C'était dans le cadre de 2 missions séparées. Une, c'était une mission plus humanitaire où, avec un programme qui s'appelait Québec sans frontières, on travaillait dans les favelas du Brésil au moyen de la pratique artistique, le théâtre précisément, le théâtre qu'on appelle de l'anonyme. Et donc, pour travailler au Brésil, il fallait apprendre le portugais parce que c'est la langue qu'ils parlent là-bas. Ils ne parlent pas vraiment anglais, français. Donc, pour communiquer avec les gens, rentrer en contact avec eux, il fallait apprendre la langue. Donc, on était un groupe de 5 jeunes. On avait appris le portugais ici, mais c'est vraiment sur le terrain que j'ai développé. Et c'est un pays que j'aime profondément. Donc, j'ai continué. Je suis allée plusieurs fois depuis au Brésil et j'ai continué à m'intéresser énormément à la culture brésilienne, en particulier la culture afro-brésilienne. Donc, c'est comme ça que je comprends le portugais. Félicitations. Dites-moi, quel cours aviez-vous étudié à l'Université de Montréal? J'ai étudié le cinéma à l'Université de Montréal. J'ai fait des études par cumul. Donc, j'ai étudié le cinéma à l'Université de Montréal et ensuite, je suis allée étudier au HEC en marketing et commerce international. Et puis, je l'ai fait parce que j'ai rapidement compris que le cinéma était un art, mais aussi une industrie. Et que pour faire des films ou des séries télévisées, ça prenait du financement. Et je voulais comprendre le langage du financement pour pouvoir m'adresser à des producteurs, distributeurs, aux gens de l'industrie, du côté plus affaires, si on veut. Et au HEC, ça m'a vraiment ouvert toutes sortes de portes que je ne connaissais pas qui existaient, entre autres par rapport au marketing, entre autres par rapport à l'art de la négociation et tout ça. Et c'est comme ça que, après mes études, j'ai ouvert une boîte de production avec ma sœur, Bianca Delange, qui est aussi productrice. Et ensemble, on a produit différentes œuvres. Au départ, c'était des courts-métrages, ensuite documentaires. Et maintenant, on en arrive au long-métrage de fiction. OK. Alors là, je précise ma question de tout à l'heure. Vous nous aviez dit que vous avez étudié le cinéma, mais quand on étudie le cinéma, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on étudie comment filmer, on étudie comment écrire une mise en scène. C'est quel cours exactement? À l'Université de Montréal, les cours que j'ai suivis étaient principalement des cours axés sur des cours de base. C'est quoi le cinéma? C'est quoi le langage cinématographique? C'est quoi les grands cinéastes, les grands courants qui ont marqué l'histoire du cinéma? On apprend bien sûr l'histoire du cinéma. Pour les gens qui font un majeur en cinéma, on apprend aussi la technique. Donc, les gens qui font le majeur font des films de production. Donc, ils sont aussi sur le terrain. Ils apprennent comment filmer, comment monter, tout ça. Moi, j'ai eu des cours de ça également dans le département des communications. Donc, on apprenait à faire des courts-métrages, à faire du montage qu'on montrait par la suite. Donc, c'est sûr qu'on apprend, ce qu'on apprend, ce que j'ai appris, moi, en tout cas, c'était assez vaste. Mais c'est vraiment sur le terrain que j'ai appris c'est quoi. C'est pas à travers l'expérience. Puis c'est ce que j'ai compris dans la vie. À l'école, on apprend énormément de choses. Ce que j'ai le plus appris, c'est à créer des liens avec des collègues parce que les gens qui étudiaient avec moi ont par la suite continué dans l'industrie, que ce soit comme cinéaste, comme producteur, comme distributeur ou autre.
Et ça, c'est la chose la plus importante que j'ai appris à l'école et que je retire de ça. Et tout le reste, l'histoire du cinéma et tout ça, c'est des choses hyper pertinentes et intéressantes à comprendre, à savoir. C'est des choses qu'on peut apprendre à l'extérieur des universités. C'est la raison pour laquelle il y a certains cinéastes qui font ce métier-là sans nécessairement avoir suivi une formation universitaire. Il y a des écoles comme l'INIS où on peut aussi suivre des formations extrêmement précises. Donc, tous ces cours-là, moi, ce que ça m'a fait, en fait, ça m'a juste confirmé le fait que je voulais travailler en cinéma parce que moi, toute ma vie, il faut comprendre, au cégep, j'ai étudié les sciences de la santé. Mes principaux cours, c'était de la chimie, de la biologie, de la physique, de l'astronomie, des choses comme ça. Donc, d'arriver à l'université puis d'avoir des cours exclusivement axés sur un sujet, pour moi, chaque cours, c'était une récréation, chose que je n'avais pas nécessairement connue dans mes cours de chimie, physique. C'est des choses intéressantes, ce sont des sciences passionnantes, mais pas nécessairement des choses pour lesquelles j'avais envie d'approfondir le sujet, comme je le voulais pour le cinéma. Vous avez un scénario qui est intéressant. Vous vous dites que vous allez filmer, vous allez produire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un scénario en main? Ben, pour l'instant, la plupart des scénarios que j'ai réalisés, ce sont des scénarios que j'ai écrits. À part un, c'est tous des scénarios que j'ai écrits moi-même. Donc, comme actrice, je suis au service de l'histoire de d'autres personnes, d'autres scénaristes, d'autres réalisateurs, ce que les diffuseurs veulent mettre à l'écran ou dans les salles de cinéma, ce que les distributeurs veulent mettre dans les salles de cinéma et les investisseurs et tout ça. Mais comme scénariste, réalisatrice, j'ai l'opportunité de pouvoir mettre de l'avant des histoires qui me touchent moi personnellement puis que je veux partager avec les autres. Mon dernier film s'appelle Le mythe de la femme noire. Donc, c'est un film qui traite des stéréotypes associés aux femmes noires dans la société, surtout occidentale. Puis pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet-là? Visiblement, je suis une femme noire, c'est quelque chose qui me touche. Il y a des clichés qui sont associés avec le fait d'être une femme noire. Et puis, il y a des choses dans la vie de tous les jours qui fait qu'on a souvent à se débattre contre ces images-là. Donc, le film Le mythe de la femme noire va à la rencontre de 21 femmes qui racontent leur 21e siècle puis qui disent comment ces images-là les ont affectées dans leur vie personnelle, mentale, sociale, politique, professionnelle. Puis, je suis très fière de dire que le film Le mythe de la femme noire qui est sorti dans les cinémas en 2023 est le film qui a connu le plus gros box-office au Québec en 2023 comme documentaire. Magnifique. Donc, le public a suivi, puis je veux remercier le public d'avoir été voir le film, puis de continuer à en parler. Ça s'est beaucoup fait par le bouche à oreille, parce que les gens ont été touchés par ça. Donc, les femmes noires, bien sûr, sont venues le voir, mais aussi les femmes tout court, parce que les stéréotypes dont on parle affectent toutes les femmes. Mais c'est sûr qu'il y a des particularités par rapport aux femmes noires. Donc, nous parlons bien de ce film qui parlait des stéréotypes, Jézabel l'hypersexuelle, la femme noire en colère et la nounou. Exactement. Ce sont les 3 principaux stéréotypes qui sont abordés dans le film. Et puis, à la fin du film, il y a toute une section qui traite de santé mentale parce qu'il faut comprendre que ces stéréotypes-là sont tellement forts que la plupart des femmes du film ont raconté comment ça a eu une incidence même sur leur santé mentale. Puis il y a un des personnages qui raconte qu'une de ses amies a mis fin à 5 jours. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sujets tabous qui sont abordés dans ce film-là, puis qui fait qu'on a pu enfin avoir un espace d'échange, de partage. Puis à la fin du film, je suis souvent allée faire des questions-réponses où je répondais aux questions du public, mais souvent, c'est devenu surtout un lieu où des gens, des femmes surtout, partageaient leur expérience. Puis ça, c'était beau. Donc, pour répondre à votre question initiale, comment on part d'un scénario pour en faire un film? Moi, je pars de scénarios de sujets qui m'intéressent. Je bâtis un scénario et puis après, il faut comme
productrices aller en recherche de financement pour trouver des partenaires qui puissent injecter l'argent. Ça, c'est la partie la plus longue du processus. Pour le mythe de la femme noire, ça a pris 10 ans. Et beaucoup de recherches, je suppose. Énormément de recherches, oui. Maintenant, vous avez l'argent, vous avez vos personnages, donc là, vous allez en repérage. Ben, Vous allez chercher. Grosso modo, oui, on peut dire que c'est comme ça que ça se passe, mais chaque film a une histoire particulière. Donc, en général, un film, disons un film qui a toutes les ressources de son côté, effectivement, on a le scénario, on va chercher l'argent, les financiers disent oui, on fait notre casting, ça c'est pour la fiction, on fait notre casting, c'est-à-dire qu'on trouve les acteurs, on fait le repérage, on réunit l'équipe, on fait le tournage, on va en montage et ensuite le film est fourni à un distributeur qui s'occupe de le mettre dans les salles de cinéma et de l'envoyer dans les festivals. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Mais ça, c'est en gros. Mais chaque film a son parcours. Pour le mythe de la femme noire, les choses ont été faites un peu à l'envers, dans le sens qu'on n'avait pas le financement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, ma sœur et moi, on s'est assises, puis on s'est dit, ben OK, ben on va commencer à tourner un peu, on va essayer de trouver des manières d'intéresser les investisseurs qui ont dit non. Donc, on a commencé à tourner quelques petites entrevues, on a fait un petit montage, puis on a fait ce qu'on appelle un démo pour montrer qu'est-ce que le film pouvait faire, qu'est-ce qu'il pouvait être, de quoi il pouvait avoir l'air. Donc, à partir de ce démo-là, les choses ont commencé à bouger un peu, on a tourné un peu plus, on a commencé à tourner en parallèle. Entre-temps, il y a eu la mort de George Floyd. Et avec la mort de George Floyd en 2020, ça a ouvert tout à coup un intérêt par rapport au sujet afro-descendant. Mm-hmm. OK. Mais j'ai l'impression que vos thèmes le plus souvent, c'est le racisme, le sexisme, le profilage racial. Oui, les thèmes qui m'intéressent en général, ce sont les enjeux reliés aux femmes et reliés aux races. Moi, ce que je veux par mon travail, c'est de déconstruire les barrières perçues qu'on a par rapport à la race, par rapport au genre, par rapport à l'orientation sexuelle. Tout ça, ça m'intéresse parce que je crois profondément que tous les êtres humains de la Terre, on est tous reliés d'une manière ou d'une autre par ce lien extrêmement fort. Et puis que mon expérience à moi peut être différente, mais en même temps, à la base, profondément similaire à celle d'une femme qui est au Japon, par exemple, ou d'un homme qui est en Ouganda. C'est qu'on a tellement de choses en commun et puis que souvent, dans la société dans laquelle on vit, on passe notre temps à regarder ce qui nous sépare au lieu de regarder ce qui nous unit. Donc, par mon travail, je m'intéresse particulièrement à toutes les barrières qui sont reliées aux enjeux de femmes et de race, en particulier d'afro-descendants, parce que je suis noire. Oh, vous avez dit une chose qui me touche particulièrement là. On se penche souvent sur ce qui nous sépare, mais pas ce qui nous unit. C'est très fort, ça. Oui, oui. Et puis, ce que je voudrais, puisque d'autres collègues à moi, on veut aussi, c'est sûr que ce qui est beau dans l'époque qu'on vit actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui tendent à ça. Ce qui est beau, c'est que ce que je veux, en fait, moi, c'est de empower. C'est un terme anglais, mais en français, c'est empuissancer. Donc, essayer de donner une espèce de pouvoir aux gens parce que je ne pense pas que c'est vrai. Je pense que chaque personne, on a quelque chose qu'on peut amener sur la table, qu'on a une responsabilité par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Et puis que chacun, de notre côté, moi, c'est à travers l'art, d'autres, c'est à travers d'autres avenues, qu'on peut contribuer ensemble à faire ce monde une meilleure place où vivre. J'y crois absolument. Puis à travers les œuvres que je fais, ce que je veux, c'est inspirer et donner du pouvoir à l'audience. On va faire une petite pause, Ayana, et puis on revient tout de suite. Bon. Vous allez nous parler de vos productions davantage. D'accord. Okay?
Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, notre invité ce soir, c'est Ayana Oshun qui nous dévoile tout un monde magnifique. C'est la première fois que nous recevons une artiste ici à l'émission Moins C. N'oubliez pas de partager le lien avec vos amis. Mettez un pouce levé, un like. Abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, visitez notre page Facebook Moins C. Ayana vient de nous dire elle travaille sur ce qui unit les humains. Ayana, vous avez joué dans plusieurs productions. The Day After Tomorrow, Un cargo pour l'Afrique, Sur la route, Les trois petits cochons, Oscillation, La chute de l'Empire américain, Cassie, Le monde magique de Lorenzo, Les beaux malaises. Et j'invite les internautes à vous suivre, à trouver ces liens. J'espère qu'ils les trouveront pour pouvoir visualiser tout ce que vous avez fait, visionner tout ce que vous avez. Et quelles sont vos réalisations dans tout ça? Parce que j'ai pas tout dit. Mais tout ce que vous avez nommé, ce sont des productions dans lesquelles j'ai joué comme actrice. Le dernier rôle, il ne doit pas être là, c'est Les Révoltés, qui est une nouvelle série qui vient de paraître sur le Club Illico, qui va être diffusée à TVA en 2024. Et sur cette série-là, c'est une série où le personnage de l'avocate joué par Sarah-Jeanne Labrosse défend mon personnage, qui s'appelle Rose Najan, et je joue le rôle d'une réfugiée haïtienne qui a passé par le chemin Roxham avec ses enfants pour s'établir au Canada. Puis pour moi, ça a été un rôle important à jouer, non seulement parce que c'était un rôle imposant, avec énormément de charges émotives, puis énormément de présence à l'écran, mais en plus, j'ai eu l'opportunité de collaborer un peu avec la scénariste et le réalisateur et l'équipe derrière, parce que j'avais été engagée au départ pour lire les scénarios puis leur dire de quelle manière est-ce que ça se rapprochait, oui ou non, de la réalité haïtienne, surtout, parce qu'il y avait beaucoup d'Haïtiens dans le scénario. Puis ils voulaient être sûrs, étant donné qu'autour de la table, de leur côté, il n'y avait pas d'Haïtiens, ils voulaient être sûrs qu'ils reflétaient la réalité, puis qu'ils s'éloignaient complètement des clichés, et puis qu'ils racontaient une histoire qui était authentique. Puis, ça a été une superbe expérience parce qu'ils ont été extrêmement ouverts et extrêmement sensibles au point que j'ai amené. Puis quand par la suite, j'ai obtenu le rôle de Rosna, ça s'est fait par des chemins parallèles complètement. Quand j'ai obtenu le rôle, j'étais déjà pleine de l'importance de l'histoire de ces gens qui veulent trouver leur place au soleil au Canada, pour qui le Canada, pour eux, c'est une terre de rêve. Et pourtant, le parcours de Rosna sur cette terre n'est pas évidente. Puis, je recommande franchement aux gens d'écouter cette série-là. C'était vraiment très beau. Comment ils ont fait pour vous choisir? Parce que je suppose que pour l'audition, il y avait des centaines et des centaines d'Haïtiens. Pourquoi vous? Ça, il faudrait leur demander. Mais c'est pas vrai qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui auditionnent. Ça, c'est un mythe. En général, ils auditionnent un nombre restreint de personnes. Donc, il faut passer une première audition, après une deuxième audition. Donc, en première audition, j'avais auditionné pour un autre rôle, qui est le rôle de la cousine de Rosna, qui était à Montréal, et qui aide Rosna dans cette démarche pour avoir ses papiers. Mais par la suite, on m'a fait venir pour le rôle de Rosna, qui est un rôle plus important. Puis, plus important, je veux dire, en termes de temps d'écran. Et puis, je l'ai obtenu. Donc, pourquoi moi? Je n'ai pas demandé, j'étais juste contente de l'avoir obtenu.
Il y a différentes choses, je pense. Je, je pense que il y a tellement de bons comédiens, vraiment, il y a de bons acteurs à Montréal. Aussi bien d'Haïti que de la Caraïbe au complet, que de l'Afrique subsaharienne ou de toutes sortes de régions du monde. Donc, quand on obtient un rôle, qu'on décroche un rôle, le seul sentiment que moi, en tout cas, j'éprouve, c'est de la gratitude parce que je sais qu'il y en a d'autres qui auraient pu faire la job. Puis le fait que c'est moi qui l'ai eu, il y a quelque chose d'intangible qu'on ne peut pas contrôler. Je ne sais pas comment ça se passe. On ne sait pas. Puis quand j'étais comme, OK, ben merci la vie, merci. Ah, et puis maintenant, on commence à tourner. Ça prend combien de temps pour se maquiller, se préparer? Est-ce que vous devez faire la tournée des magasins? Est-ce qu'on vous choisit vos costumes? Comment ça se passe? Oui, oui. Mettez-nous dans les coulisses de la préparation. D'accord. Donc, ce qui est bien quand on est comédien, c'est qu'on ne fait que ça. Parce que j'ai aussi le chapeau de productrice sur mes autres productions où il faut faire de tout. Quand on est comédien, ce qu'il faut faire, c'est travailler son texte, essayer d'avoir différentes propositions à offrir au réalisateur parce que sur le plateau, les choses se tournent extrêmement vite. Il faut être prêt. Et sur les plateaux de tournage actuellement, là, je dirais, sur ce type de production-là, il y a à peu près 15 à 25 pages par jour à apprendre. Donc, il faut être prêt, il faut être réactif, il faut savoir aller dans l'émotion extrêmement rapidement. On ne fait pas beaucoup de prises parce qu'à 15 à 25 pages par jour, on n'a pas le temps, donc il faut toujours être là. Et dans des équipes comme ça, il y a des équipes qu'on appelle CCM, donc c'est pour costume, coiffure et M pour maquillage. Donc, il y a une équipe de costumes, une équipe pour la coiffure, puis une équipe du maquillage. Donc, disons que si le tournage commence à 8 heures le matin, qu'on commence à tourner, nous, les comédiens, il faut qu'on soit là à partir, disons, de 6 heures. Donc, il faut que l'équipe de costumes, maquillage, coiffure soit là dès 5 heures pour préparer le tout. Nous, on arrive, on se fait coiffer, on se fait, si nécessaire, on se fait maquiller, on se fait habiller. Puis après, on se rend sur le plateau et on commence à travailler. Ça arrive aux artistes d'oublier leur texte parfois? Oui, bien sûr que ça arrive. C'est pour ça que, disons, il y a ce qu'on appelle le blocking. Bloquer une scène, ça veut dire que le réalisateur ou la réalisatrice, dans ce cas-là, c'était Louis Choquette, le réalisateur, arrive, il a déjà la mise en scène dans sa tête. Donc, au départ, moi, et dans ce cas-là, Sarah-Jeanne Labrosse, par exemple, on fait une italienne, c'est-à-dire qu'on dit notre texte. Rapidement, sans nécessairement d'émotion. D'émotion? C'est ça, sans émotion, juste pour voir le rythme, mais avec des déplacements dans l'espace. Puis ensuite, le réalisateur nous donne des indications. Puis après, on joue vraiment dans l'espace. Et puis là, l'équipe rentre. Donc, le directeur photo, le son, parce qu'eux, ils regardent où est-ce qu'ils vont mettre les éclairages, où est-ce que la caméra va être placée, il y aura combien de plans dans cette scène-là, tout ça. Et une fois qu'on a fait la scène, on sort. Là, l'équipe technique rentre pour placer les éclairages où il faut et tout ça. Ça peut prendre un certain temps. Et ensuite, on revient dans la scène et on joue. Et ça tourne. Donc, souvent, au départ, on tourne un plan large. Donc, on est les deux comédiens dans l'espace et on nous voit de plus loin. Et par la suite, on tourne une des deux comédiennes, souvent par-dessus l'épaule, par-dessus l'épaule de l'autre. Ensuite, on fait un autre over the shoulder. Ensuite, on passe au gros plan. C'est souvent comme ça. Il peut y avoir des variations, bien sûr, mais c'est souvent comme ça. Et ça aide énormément parce que si on se trompe, on peut se tromper en plan large. C'est moins important parce qu'on ne voit pas nécessairement nos lèvres, donc on peut se tromper un peu. Mais plus la caméra approche, plus il faut être… précis. Il faut être précis, exactement, oui. Mmh. Oh, vous nous plongez dans un monde extraordinaire. OK. Parlez-nous maintenant. Vous nous avez parlé du mythe de la femme noire. Parlez-nous de ce court-métrage pour lequel vous aviez eu un prix, le prix Dicola. C'était Les Mains Noires. Oui, Les Mains Noires, c'est un moyen métrage de 52 minutes.
C'est un moyen-métrage qui a été diffusé à Radio-Canada et à RDI à l'époque. Et c'est un film qui traite d'Angélique. C'est un personnage historique véridique. C'est l'histoire d'une femme accusée d'avoir incendié Montréal en 1734. Cette femme était une esclave noire à Montréal et elle a eu un procès et à la suite de ce procès-là, elle a été condamnée à mort. Donc, elle a été pendue, elle a été brûlée. Quand j'ai entendu parler de cette histoire-là, j'écoutais la télévision, il y avait un historien qui s'appelle Marcel Trudel, qui est mort depuis, et qui racontait qu'il avait écrit un livre qui s'appelle « L'esclavage en Nouvelle-France ». Et il répertoriait des histoires d'esclaves précis qui avaient existé pendant toute la période de la Nouvelle-France. Puis ce qui était exceptionnel, disons, avec ce livre-là, c'est qu'il mettait en lumière tout un pan de l'histoire québécoise qui n'est absolument pas connu et qui n'est pas du tout appris dans les écoles. Moi, je suis née à Montréal, j'ai grandi ici. Dans mes cours d'histoire, c'est tout ce que j'ai appris de l'histoire du Québec et du Canada. On nous parlait des Français, des Anglais, un peu de nations autochtones, mais pas trop. Et c'est ça. Donc, d'apprendre qu'au 18e siècle, il y avait déjà de la diversité, si on veut, entre guillemets, de toutes sortes d'ascendances, et qu'en plus, il y avait de l'esclavage ici, moi, ça m'avait soufflé. Parce que c'est quelque chose que je pensais qui existait seulement aux États-Unis et dans les Caraïbes. Donc, je me suis mis à faire de la recherche là-dessus. J'ai rencontré des historiens. Il y avait Denise Beaugrand-Champagne, il y avait Paul Fénu-Brown, entre autres. Il y avait le Centre d'histoire de Montréal qui avait fait une exposition là-dessus. En tout cas, il y avait quelque chose qui avait été fait. Et je me suis dit, OK, ben là, j'aimerais ça monter une histoire autour de ça. Donc, au départ, c'était une pièce de théâtre qui a été présentée pendant 3 semaines, mais le théâtre ne laisse pas de traces. 3 semaines, puis c'est fini. Puis ma sœur et moi, on s'est assises, puis on s'est dit, ben, faisons un documentaire, au moins, il y aura des traces de ce travail-là qui a été fait. Donc, Les Mains Noires, c'est un hybride entre le théâtre et le documentaire. Il y a des entrevues avec des historiens. Il y a des extraits de la pièce de théâtre et tout ça, ça a été mixé pour donner ce que je considère être de la docu-fiction. Donc, effectivement, ça a gagné le prix Nicolas au Festival panafricain de Cannes. Ça a aussi gagné le prix Écran Noir au festival Écran Noir de Yaoundé. Ça a fait une 50aine de festivals à travers le monde. Quand ça a été diffusé à Radio-Canada, c'était les 2e meilleurs codes d'écoute dans sa case horaire de la soirée. Puis c'est un film qui continue à rouler. C'est ça qui est beau, mais ça fait 10 ans, puis ça continue parce que les thèmes du film demeurent malheureusement toujours pertinents et universels. On parle d'injustice, on parle d'exclusion, par exemple. Et c'est vous qui aviez tenu le rôle de cette femme-là, d'Angélique? Oui, au théâtre, c'est moi qui l'avais tenu et dans le théâtre filmé, dans le cadre du documentaire, c'est aussi moi qui interprète Angélique, effectivement. Vous vous êtes sentie dans la peau du personnage, vraiment? Vous vous êtes sentie Angélique? Absolument, absolument. Ce que j'aime d'elle, d'Angélique, c'est que c'est une femme noire qui a toujours refusé la place qu'on lui léguait comme femme noire. Femme noire en Occident, ça voulait dire esclave. Et elle a dit non. Donc, j'aimais cet esprit rebelle-là. Elle ne faisait pas le ménage nécessairement. Quand sa maîtresse lui dit « va à droite, va à gauche », elle disait non. Elle sortait le soir dans les bars pour aller boire avec les soldats. Elle avait une relation amoureuse avec un Blanc à l'époque, alors qu'à l'époque, c'était interdit pour les Blancs et les Noirs d'être en relation amoureuse comme ça. Donc, elle était un problème pour le système. Une marginale. Marginale, rebelle en plus. Donc, quand l'incendie qui a incendié quelque chose comme 30% de la ville de Montréal est arrivé, il fallait un coupable pour que le roi de France rembourse tout le monde pour que la ville puisse se reconstruire. Et ce coupable-là, on a désigné Angélique parce que de toute façon, elle est rebelle, elle brasse trop le système en place, il est préférable de s'en débarrasser. Donc, elle a été condamnée à mort, tout le monde a été remboursé, et voilà. Une histoire poignante. Absolument.
De toutes ces productions, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Chaque production, que ce soit comme actrice ou comme réalisatrice, m'a apporté quelque chose d'important. Que ce soit un rôle d'1 jour ou un rôle de 2 mois, ils m'ont tous apporté quelque chose qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissante pour toutes ces opportunités que j'ai eues de mettre de l'avant moi comme comédienne ou moi comme réalisatrice. Un acteur que j'admire beaucoup, c'est Denzel Washington. Puis quand on lui pose la question, c'est quoi votre plus beau rôle? Il dit, c'est le prochain. Donc, je vais dire la même chose. Vous avez devancé ma question. Oui, parce qu'en effet, c'était ma prochaine question. Quel a été votre plus beau rôle, etc. J'adore. C'est le prochain. Oui, d'accord. Mais pour vous, quelle a été la meilleure production? La meilleure, à quel niveau? Au niveau, vous aviez planifié, vous aviez filmé et vous vous attendiez à une réaction du public et c'est vraiment ce qui est arrivé. Ben, la vérité, c'est que c'est très difficile de prévoir la réaction du public. Je vais dire, disons dans le cas du dernier film que j'ai réalisé, le mythe de la femme noire, vraiment, c'est un film qui a pris tellement de temps et d'énergie. Moi, à la fin de ce film-là, j'étais fatiguée, je veux dire de même, épuisée. Et c'est un film qu'on regardait, moi, les monteuses, ma coproductrice qui est ma sœur, on l'écoutait seulement entre nous autres, les recherchistes et tout ça. Donc, on n'avait aucune idée de quelle serait la réaction. Donc, la première fois que j'ai vu le film avec le public, c'était au festival des RIDM. C'est Rencontre internationale du documentaire de Montréal. C'était en novembre 2022. Et les billets étaient sold out, c'était plein. Donc, je m'assois dans la salle. Moi, le film, je l'avais vu 100 fois. Mais là, tout à coup, avec la réaction des gens autour, je me suis dit, waouh, les gens réagissent vraiment. Ils parlaient à l'écran, ils parlaient entre eux. Il y avait des signes de « oui, moi aussi, oh non, oui ». C'était une expérience exceptionnelle. Mais c'était quelle ethnie qui était dans le public? Il y avait que des Haïtiens ou bien c'était mélangé? C'était mélangé. La moitié, c'était des Noirs, l'autre moitié, c'était mélangé. Puis après, il y avait comme un question-réponse avec certains personnages du film, un panel qui a duré 1 heure. On a dû nous mettre à la porte parce que c'était trop long. Les gens continuaient à interagir et c'était exceptionnel. Puis après, je me suis dit, mais peut-être que vu que c'est dans le cadre d'un festival, c'est un public de festival, peut-être que c'est pour ça que la réaction a été si vive et si poignante. C'était une réaction chimique. Et après, le film est sorti le 10 février 2023 dans les salles de cinéma. Dans les premières, j'étais là avec une partie de l'équipe également. Et c'est le même phénomène qui s'est produit à chaque fois. Puis à chaque fois, au début, je me suis dit, OK, mais c'est parce que c'est la première du film, donc c'est sur des gens. Mais 5 semaines, le film est resté 9 semaines en salle de cinéma. Pour un documentaire, c'est exceptionnel. Puis à chaque fois, c'était... Donc, c'est là que je me suis rendu compte que, OK, ce film-là permet de libérer la parole de tellement de femmes. Après, elles retournent le regarder, soit avec des amis, leurs amis, eux, ou des collègues, ou leurs conjoints. C'était très beau, les réactions d'hommes à la suite du film, puis qui disent, même des hommes noirs qui disent, mais je savais pas que ma femme, ma fille vivait tout ça. Puis ces réalisations-là me font dire que ce film-là a été utile pour ça. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça aille si loin, en fait, dans le cœur des gens. Donc, je suis contente de la réaction. L'équipe de distribution Café Amérique, de Natif TV aussi, qui nous ont suivis depuis le début. Ça, c'est notre partenaire initial.
tous ces gens-là, on ne peut que leur offrir toute notre gratitude, ma sœur, moi, puis toutes les femmes du documentaire, parce que toute l'équipe de recherchistes, tout ce que ça a pris d'énergie, d'engagement pour finir ce film-là, je me dis que, OK, ça en a valu la peine pour ça, pour libérer la parole de ces femmes. Puis par la suite, j'ai vu des vidéos Instagram passer où il y a des femmes qui disent oui, ce que j'ai vécu à travers le film, voici ce que j'ai vécu moi dans ma vie qui fait que je trouve ça important d'en parler. Puis tu vois, quand un film commence à faire des petits comme ça, c'est tant mieux. Puis je suis sûre qu'il y a d'autres choses qui vont se faire en parallèle parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites dans le film puis qui méritent d'être racontées. Donc pour ça, ça m'a fait, parce que parfois on avait envie d'abandonner, Bianca et moi, ce film-là. Vers 2014-2015, on s'est dit, ben, on le met sur une tablette puis on fait autre chose. Mais à partir de 2016-2017, on a repris notre bâton du pèlerin parce qu'on a vu qu'il y a des choses qui se faisaient, par exemple en Europe. Il y avait Amandine Gay qui avait fait son film Ouvrir la voie puis qui racontait comment ça a été difficile pour elle de faire son film. Elle aussi, elle donnait la parole à des femmes noires qui racontaient leur vécu en France et en Belgique. Puis elle dit que ce film-là, elle n'a eu aucune aide pour le faire, que c'est elle, à travers ses propres ressources, à travers du sociofinancement en ligne et tout ça, qu'elle a réussi à le faire. Et puis, cette entrevue que j'ai lue d'elle, je l'ai montrée à ma sœur, je lui ai dit, écoute, si elle peut le faire, faisons-le aussi. Tu sais, on a payé notre financement, on a été refusé à chaque fois, mais faisons-le envers et contre tous parce que c'est un film qui nous habitait. Puis qu'on se disait que c'était utile, ne serait-ce qu'à la prochaine génération. Moi, c'est un film que j'aurais voulu voir quand j'étais adolescente. Tu vois ça, hein? Oui. On va faire une autre petite pause et puis vous allez nous parler de vos projets. OK. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, nous sommes avec Ayana Oshun, une artiste haïtienne, d'origine haïtienne, réalisatrice. Elle vient de nous plonger dans l'envers des décors et elle va continuer, elle va nous parler un peu de ses projets. Ayana, quels sont vos projets? Mes projets. Donc, je vais tourner un autre documentaire cette année en 2024. Je ne peux pas encore dire le sujet parce que bon, j'ai un diffuseur qui doit s'occuper de toute la partie, de mettre, de tout ce qui est publicité, marketing et tout Marketing. ça. Je ne sais pas c'est quoi leur plan, mais je tourne un nouveau documentaire cette année qui sera diffusé probablement à l'hiver 2025. Donc, j'ai très hâte de vous en parler plus. Ça me ferait plaisir de revenir pour vous en parler plus. Avec plaisir. Parce que ça touche, bien sûr, mes sujets de prédilection. Donc, les enjeux de femmes et les enjeux raciaux, toujours avec un point de vue historique. Donc voilà, ça, c'est le prochain projet pour cette année. Sinon, il y a des tournages qui vont s'en venir comme actrice. Il n'y a rien de signé, mais il y a des choses en cours. J'auditionne et voilà, ça va être une année, je pense, occupée. On espère bien. Donc, si je comprends bien, vous ne faites que ça. Je ne fais que ça, oui. Mais c'est déjà beaucoup, je dis. Oui, je trouve, hein. Pas du 40 heures semaine, c'est du 80. Oui. Est-ce qu'il y a des jours où vous ne tournez pas? Par exemple, aujourd'hui, je ne tourne pas, mais vous avez toujours un calendrier rempli. Oui, toujours. Le tournage, c'est juste la pointe du iceberg. La plupart du temps, c'est de l'écriture ou de la recherche de financement ou de la préparation de tournage ou des choses comme ça. Donc, il y a un gros travail administratif qu'on ne voit pas, mais qui est là quand on produit en plus. Et comme je comprends bien, il y a une équipe avec vous. Absolument. En documentaire, les équipes sont plus petites.
Mais en fiction, effectivement, ça prend des équipes énormes. Oh, je suis déjà fatiguée rien qu'en pensant à tout ce que vous avez à faire comme travail. Allez, Ayana, au début de notre émission, nous étions avec Bergman Fleury Oui. qui nous avait donné son proverbe. C'était, vous vous rappelez lequel? Oui, celui sur les femmes, les cajous et la beauté. Oui, femme, c'est cajou, qui pas jamais perdu botel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben, moi, au départ, ce que ça évoque, ben, l'acajou comme noix, ce que je trouve beau dans le terme de l'acajou, ben, en fait, l'acajou, c'est une petite noix, je pense que c'est l'une des plus sucrées et l'une des plus grasses qui existe dans la nature, il me semble. Puis cette forme un peu arrondie, courbe, peut effectivement rappeler le corps d'une femme, effectivement. Puis donc, j'ai jamais vu ce rapprochement-là entre la femme et l'acajou, mais je trouve ça très beau et très poétique. Puis en plus, l'acajou, comme toute graine, peut être plantée puis peut prendre racine et donner lieu à une plante qui fait d'autres acajou. Et puis effectivement, la femme, on donne la vie, que ce soit la vie physique à travers les enfants, mais aussi en s'occupant des gens autour de nous, de notre communauté. C'est vrai que les femmes, dans la plupart des sociétés du monde, la société est sur nos épaules. Donc, je trouve ça très beau. Puis le fait qu'il dit qu'elle ne perd jamais sa beauté, on voit la pérennité de la femme, son aspect, si on veut, éternel. Donc, il ne parle pas de beauté en termes nécessairement physiques, parce que souvent dans nos sociétés, la beauté est associée à la jeunesse. Mais lui, c'est pas ça qu'il fait. Il en parle vraiment en termes de ce qu'une femme apporte. Et puis, il trouve la beauté, que ce soit dans une petite fille ou dans une femme plus âgée, elle reste une femme. Et je trouve ça très beau à travers l'image de cet acajou-là. Écoutons Bergman Fleury. Qui va nous dévoiler l'énigme derrière son proverbe. La femme, c'est comme l'acajou qui n'a jamais perdu de sa beauté. Donc, femme, c'est cajou qui n'a pas jamais perdu beauté. Donc, son message pour dire que, quelle que soit la situation femme, vous faites pour respecter dans toute dignité, quelle que soit la condition. Merci Bergman Fleury. Merci Ayana Oshun pour cette entrevue. Nous vous souhaitons du succès pour vos futures productions. Merci. Merci beaucoup à vous. Puis les gens peuvent me suivre sur les médias sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Tout à fait. Donc, ils écrivent votre nom, Ayana Oshun. Exact. Vous êtes sur Facebook aussi, YouTube. Facebook, Instagram et LinkedIn. Très bien. OK. Avant de partir, si par exemple, quelqu'un a une musique de film ou bien veut participer à votre équipe, on peut participer à votre équipe comme ça ou bien il y a une marche à suivre ou bien on peut vous écrire? Oui, ils peuvent m'écrire par les médias sociaux puis m'envoyer leurs démos, tout à fait. Bien. À très bientôt, Ayana, et bon succès. Merci, Florence. Chers amis internautes, merci d'être restés avec nous pour découvrir ce nouveau talent. Nous vous invitons une fois encore à partager le lien, mettez un like, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, visitez la page Facebook -C sur laquelle vous retrouverez les émissions déjà publiées. À samedi pour une nouvelle édition de l'émission -C. Toi c'est qui? 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 Moins C. Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C en artisan. Moins C ou artiste. Moins C, l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. OK.
Oh, c'était cool, c'était bien. Oui, c'était J'ai cool. aimé ça. OK, maintenant, tu sais, l'année dernière, j'ai eu l'idée de compiler toutes les émissions pour que les artistes souhaitent un joyeux Noël aux internautes. OK. Tu vois? Oui, Mais vas-y. cette année, je ne vais pas les appeler parce que je les ai appelés tard. Il y en a qui ont eu le temps de le faire, il y en a qui n'ont pas eu le temps. Donc, je me suis dit qu'après chaque émission, je vais demander à l'invité de souhaiter un joyeux Noël aux internautes. Donc, joyeux Noël 2024. Et puis, à la fin de l'année, je fais un montage. OK. OK? C'est Donc, bon. vas-y. Je regarde où? Là? Oui. OK. Joyeux Noël 2024! Good. Ça, c'est beau.